Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, on les voit, mais tu pas encore un Alors, voyez presenter mode. en mode plein écran. Et là, ça devrait être mieux. Voilà. Voilà. Alors, Tu pas encore tes ambitions. oui, parce que. Ah, zut. Ok. Hop, on va changer. Tu es en vision comme ça. Il faut que je revienne. Parce que, excuse-moi, je suis avec le double écran. Il faut qu'il accepte de revenir. Voilà. Alors, on va le faire comme ça. Et là, vous devriez avoir le bon. C'est bon là? Non, tu es toujours pas en mode plein écran. Ok. Oui, François, en haut, dans le milieu dans le milieu de PowerPoint, tu as trois petits menus et tu peux changer les paramètres d'affichage en haut de là, dans l'écran qui est présenté là, en haut. Ouais. Là, paramètres d'affichage. Clique là-dessus. C'est bon là. Ouais, tu peux fais dupliquer, voir ce que ça donne. Vous ne voyez pas là? C'est bon, c'est réglé. Ça y C'est est. bon là? Voilà. Oui. Merci. Ok, Bon, c'était super, merci beaucoup. un support. Allez, au revoir. Voilà, juste pour positionner le point de vue, notamment par rapport aux deux précédents intervenants. Donc, comme le soulignait Lou, moi je suis un promoteur, donc je suis plutôt côté utilisateur et agrégateur, c'est-à-dire que il y a 3 points dans notre positionnement. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on réalise qu'une partie. On est dans la ville, on est au sein d'un écosystème. Notre terrain naturel de jeu, c'est plutôt l'immeuble, pour faire simple. Quel type d'immeuble? Là, je vous ai mis un peu ce qu'on propose. Donc, on a un panel assez large, c'est-à-dire à la fois des lieux de vie pour habiter, que ce soit du logement ou des résidences gérées, ou des lieux de destination comme des hôtels soit pour travailler, soit pour du tourisme, et des lieux pour pleinement travailler comme le bureau, qui d'ailleurs aujourd'hui, les usages sont pas mal bousculés, où les mutations sont accélérées par tout ce qu'on vit depuis 1 an. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, donc on est au sein de cet écosystème de la ville, on intervient, je dirais, de façon un peu pixelisée, et on intervient en tant qu'intégrateur, c'est-à-dire que on fait travailler tout un ensemble de partenaires, de fournisseurs et bien sûr pour des clients. Et donc, on a un point de vue effectivement très local de solutions beaucoup plus globales. C'est-à-dire que si je prends le point de Grégoire à nous expliquer que lui, son sujet, c'est d'être à l'échelle et de travailler sur toute l'Europe. Moi, c'est d'intégrer à l'échelle d'un petit morceau de ville l'ensemble des données ou l'ensemble des solutions qui s'appuient sur la data. Alors, pour dire très simplement en fait ce que nous on vit, la data, elle a déjà changé ce qu'on fait. Vous voyez ici, là, c'est un immeuble relativement classique d'activité tertiaire avec dedans une école et des futurs bureaux. Il y a notamment 4 dimensions qui sont complètement impactées par cet usage de la data et où ça va continuer, mais on ne sait pas exactement où ça va aller. Si je reprends sur l'usage, c'est tout un tas de choses. C'est depuis, je prends ce type d'exemple d'immeuble d'activité tertiaire, on voit que c'est en train de se transformer profondément. Derrière, ça veut dire que la data peut nous aider à comprendre quels sont les flux. Et du coup, on retrouve là cette idée d'interface avec l'écosystème, c'est-à-dire que derrière les flux d'utilisation d'un immeuble de bureau, vous avez 2 exemples. Le premier, c'est de se dire, mais finalement, quel est le dialogue qu'il a avec les flux de transport. Et on le voit avec l'angle sanitaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on cherche à adapter la fréquentation, enfin les flux, les horaires de flux avec les fréquentations de transport pour réduire je dirais, le côté confiné dans les transports, donc décaler les horaires, choses comme ça. Bien sûr que donc là, on a un dialogue, mais aujourd'hui, il se pratique de façon quand même très, très faible. L'autre élément dans l'usage, c'est l'usage qui est fait proprement dit du bâtiment. C'est-à-dire que quand vous rentrez par la clé de dire quelle est l'optimisation de mon énergétique, vous êtes obligé d'aller sur l'usage.
Et on va voir qu'effectivement, derrière, ça influe directement sur le design de l'immeuble. Pour toujours continuer sur ces aspects tertiaires, aujourd'hui, vous avez une espèce de cadre à cinq éléments d'architecture, j'allais dire numérique, qui permet de piloter la data et 5 étapes sur un immeuble comme celui-là. Vous avez bien sûr tout un système d'acquisition d'éléments, que ce soit des capteurs de température, tout à l'heure, Francesco faisait référence à des sujets d'études de luminosité, et donc la consommation des luminaires, les usages différents, y compris les réseaux. Derrière, c'est toutes ces sources de données. Vous avez bien sûr besoin des flux qui permettent de transporter ces données pour qu'après, dans un troisième temps, elles soient intégrées, malaxées dans justement cette utilisation de données et pour devenir exploitables. Et devenir exploitable, c'est deux choses. C'est ce qu'on a vu à travers l'exemple aussi de Grégoire, mais qui là se retrouve dans un pilotage de bâtiment, qui est de mettre en lumière ce qu'on appelle la data visualisation, de voir exactement, de commencer à comprendre tout ce que mettent en lumière ces données sur l'usage et sur la façon dont vit le bâtiment et ce n'est que la 5e étape, derrière prendre des décisions opérationnelles de pilotage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le design de nos bâtiments, on doit intégrer ces différents éléments. D'abord, pour que ça marche, et je dois avouer que quand on est en phase de livraison, avoir cet enchaînement des 4 premières étapes qui permettent de dire je vais collecter la donnée, je suis capable de la malaxer, de l'analyser et de la mettre en lumière, c'est déjà un gros challenge. Et on n'est qu'au début de tout ce que va pouvoir offrir la data dans l'optimisation de l'usage du bâtiment. Donc, on a vraiment un dialogue entre ces deux parties qui sont la capacité à avoir l'usage et aussi d'avoir adapté du design de nos bâtiments pour pouvoir générer cette utilisation de la data. J'ai mis une troisième dimension qui est celle du bas carbone. On voit, l'actualité le souligne beaucoup avec tous les échanges, y compris les polémiques sur la nouvelle réglementation thermique, mais notamment dans l'approche bas carbone, et c'est ce que soulignait Francesco tout à l'heure, on a un énorme besoin de data, et la data va être un considérable enabler de ces solutions bas carbone. C'est-à-dire que notamment dans le réemploi, et nous on fait partie d'une association et d'un consortium de 40 mètres d'ouvrage qui s'appelle le Booster du réemploi, qui veut aller dans cette dimension du bas carbone, avec une plus grande réutilisation du réemploi, et avec deux conséquences qui sont reliées au monde de la data. La première, c'est celle qu'on a évoquée, qui est de la traçabilité, c'est-à-dire que pour pouvoir réemployer, c'est un peu comme un avion, c'est si vous n'avez pas un peu tout ce jumeau numérique de ce qu'est votre produit, vous ne savez pas très bien quoi en faire. Et ce jumeau numérique et ce dual, vous en avez aussi besoin pour des sujets d'assurabilité, de performance, et être capable de l'intégrer. Et puis, l'autre élément de data, c'est organiser ce matching entre l'offre et la demande. Et donc, ça, on est en train de développer, on a lancé dans le cadre du booster de l'emploi, une plateforme justement pour mieux adresser, mieux créer et rendre visible la demande. Et donc, c'est là où, effectivement, savoir ce que je peux, quand j'ai des potentiels déchets que je ne veux pas créer en déchets, mais que je veux mettre dans le réemploi, c'est organiser grâce à la data l'appariement entre les besoins et l'offre. Et donc ça, c'est aussi un des éléments importants que soulignent les interventions aussi précédentes, et une des questions qui est de dire comment on arrive à rentrer ça dans des modèles économiques soutenables, parce que c'est là où la data peut nous aider à abaisser les coûts d'appariement, pour prendre cet exemple, ou à bien mesurer les impacts carbone et les valoriser. Enfin, le dernier élément, très impacté par la data, c'est le BIM. Non pas tant pour, je dirais, la dimension client, mais c'est quand même pour une industrie, et la promotion et la construction sont des industries relativement traditionnelles, beaucoup moins avancées dans la transition digitale et numérique que d'autres industries. Le BIM, c'est c'est le volet data dans ce qu'on investit, entre guillemets, dans notre usine, dans notre façon de fabriquer, même si nous, elle est foraine, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on exécute, on réalise sur ce morceau de vie. Et là, on va vraiment voir arriver tout un ensemble progressivement d'optimisation et
potentiel de mieux construire ou de construire ou de choisir nos solutions de construire. Et c'était ce que disait aussi Francesco, c'est-à-dire très en amont, parce qu'effectivement, le numérique nous permet de mesurer les impacts ou d'explorer je dirais l'exploration de la comparaison de solutions, d'approches constructives, par exemple. Mais par contre, derrière, le sujet qui est derrière et qui fait la transition avec mon point suivant, c'est que derrière ça, ça veut dire que vous avez, comme nous sommes des intégrateurs, le vrai sujet de est-ce que l'écosystème peut suivre et quels sont les modes de coopération ou de travail ensemble qui rendent tout ça. Parce que, et ça c'est ma conviction, hein, je dirais, on va vers un modèle hybride. Effectivement, la ville, il y a de la data partout, on a les sujets d'interface entre les différents types d'acteurs, y compris les différents types d'intégrateurs, hein, donc des gens comme nous, mais aussi on a un dialogue avec les collectivités, avec les aménageurs. Et par contre, la question qui est derrière, et c'était aussi ce que soulevait la précédente question sur comment on génère les données, c'est comment on les organise, voilà. Qui les détient, qui les partage, comment… Et merde, putain. Comment on les partage et comment on arrive à créer des business models de coopération efficients. Honnêtement, aujourd'hui, on voit émerger de façon des solutions, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore une visibilité globale. Il faut expérimenter et tester pour voir ce qui marche pas. L'autre élément qui, dans cette transformation profonde que va conduire l'arrivée de la data et son exploitation surtout, il faut garder quand même en tête que des métiers comme celui de la promotion immobilière sont confrontés à deux défis. C'est la durée de notre cycle de production, globalement, puisque notre métier, c'est de transformer une potentialité qui est un site en une réalité d'usage en l'espace de 5 à 7 ans. Et donc, toutes les données qu'on a sur des comparables, nous ne pourrons les utiliser dans un usage qui est la finalité de notre métier que dans quelques années. Donc, on a toujours ce décalage entre les usages actuels et nos potentialités. Donc, il faut, et c'est ça qui m'amène aussi à cette deuxième partie, c'est de dire que de mes convictions, c'est qu'on va de plus en plus vers un modèle hybride entre cette transformation profonde qu'est la data et la conservation d'une dimension humaine et sensible dans nos projets, parce que bon, là, c'est ce que vous voyez, à la fin du fin, qu'est-ce qu'on livre? On livre un lieu à vivre, un lieu pour travailler, un lieu pour séjourner quand on est dans un hôtel, et il restera toujours cette dimension sensible et cette dimension intuitive qui est bien aidée, bien sûr, par la data, mais qui permettra aussi de créer une nouvelle tendance, de répondre aux aspirations révélées par la data ou non dans le cadre de la vie de demain. Voilà pour en quelques minutes et quelques slides nos convictions et comment une industrie traditionnelle évolue et s'appuie sur la data pour construire la ville de demain. François, un grand merci pour ta présentation et pour avoir partagé avec nous et ravi de voir comment s'évolue chez Spivatignolo. On est un tout petit peu de retard, mais on avait commencé aussi avec 5 minutes de retard. Francesco a dû nous laisser pour une autre contrainte, mais est-ce qu'il y a des questions pour François? C'est Hélène. Construire des bâtiments pour la ville, on peut anticiper beaucoup de choses par la donnée, effectivement, d'un point de vue construction, choix des constructions. Aujourd'hui, on est confronté à une crise sanitaire qui nous fait repenser les choses. On voit des méga trends qui sont aussi en train d'évoluer. Comment vous utilisez l'ensemble de ces données qui montrent l'évolution qu'on peut avoir et qui a un impact direct sur la construction, mais aussi une chose qui me paraît importante, qui est l'émotion, parce que chacun d'entre nous, en tant qu'humain, on va retourner vivre ou on vit en ville. Comment ce côté-là est capté en anticipant ce que pourrait être la vie au centre-ville sur ce côté totalement émotionnel? Alors ça, c'est une question, effectivement, je dirais, qui souligne bien le paradoxe, c'est-à-dire que comment on arrive à trouver quelque chose de suffisamment structuré pour quelque chose d'émotionnel. Objectivement, c'est encore assez intuitif. Ça passe notamment par beaucoup
de dialogue avec les acteurs, mais qui eux-mêmes, effectivement, on n'a pas encore réussi à constituer ce qu'évoquait Grégoire pour ce terrain commun sur des données factuelles. Moi, je reconnais qu'aujourd'hui, d'une part, avec les collectivités, cette émotion liée à, je dirais, l'année que nous venons de traverser, on n'arrive pas complètement à la traduire. C'est-à-dire que, pour prendre des exemples concrets, c'est déjà une tannée pour leur faire admettre que des projets où il y a un super restaurant qui est très grand, il va falloir juste abandonner l'idée puisque la filière n'est économiquement plus en situation de les porter. Et donc aujourd'hui, cette émotion, très honnêtement, on a beaucoup de mal à trouver des formes pour, je dirais, pour non seulement la faire émerger, mais la rendre, entre guillemets, légitime avec l'ensemble des acteurs. Donc, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est une conviction parce que, basée aussi sur cette analyse que connaissent bien les acteurs de notre secteur, que les temps longs font qu'il faut. On voit bien que ce qu'on conçoit aujourd'hui, et on a la question très concrète, c'est de se dire dans du design de bureau, est-ce que je tiens compte de quels enseignements je tiens compte en termes de crise sanitaire? Est-ce que je fais le pari que dans 3 ans, quand je livrerai, on aura résolu les sujets liés à la Covid et donc on devra se positionner sur des sujets d'adaptation, mais lesquels, est-ce que c'est le recours au télétravail comme on l'a fait aujourd'hui ou des mesures prophylactiques? Honnêtement, on ne sait pas. Et toute cette émotion, aujourd'hui, elle n'est pas encore complètement stabilisée et donc on a énormément de mal à la capter. Donc, je répondrai aussi par une forme d'appel aux idées. S'il y en a qui ont des idées voilà. Et c'est un peu ce que tu disais sur Pink Enough, qui est de dire qu'est-ce qu'on peut transposer de ce que font les autres industries. Ouais. Je pense que notre industrie de la fabrique de la ville gagnerait beaucoup à essayer de transposer ce que d'autres industries arrivent à faire mieux que nous sur cette captation de l'émotion et arriver à distinguer de façon, je dirais, raisonnée dans ces émotions, quelles sont celles qu'on doit retenir. Pour partager une expérience, est-ce que l'utilisation de la démocratie participative qui sont de plus en plus déployées dans des grandes villes pourrait être une option? Et la deuxième réflexion que j'ouvre, c'est comment on peut utiliser les neurosciences à travers des études du vécu et donc l'expérience des citoyens pour mieux appréhender un certain nombre de sujets à travers ces deux types d'approches. Intuitivement, je répondrais que je serais incliné à aller beaucoup plus vers les neurosciences que la démocratie participative, donc je dirais, dont j'aurais une forme d'appréhension parce que elle est déjà assez sujette à, je dirais, côté turbulent dans son territoire d'expression naturelle. Ouais. Et donc, rajouter un troisième acteur qui est le promoteur dans quelque chose qui est déjà pas simple et pas complètement stabilisé, dans lequel il faudrait rentrer des équations économiques dont on voit déjà que nos acteurs récurrents ont du mal à comprendre les tenants et les aboutissants, surtout dans une période de crise, je suis plus réservé. Par contre, les neurosciences, oui, de comment, ce qui est en fait le fonctionnement de l'être humain peut être utilisé, ça, je pense que c'est une piste très intéressante. Oui, neurosciences couplées à l'expérience client. Exact. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui et qui ont été développées par l'Université de Genève sur ces sujets-là, par des neuroscientologues et l'expérience, et qui permettent à la fois d'anticiper des comportements, d'analyser ces comportements, que ce soit pour n'importe quel produit et aujourd'hui qui ont fait l'objet notamment d'études pour des produits médicaux et autres. Au plaisir d'échanger avec vous, François, sur ce sujet-là. Avec plaisir également. Merci Hélène pour ces commentaires. On avait fait d'ailleurs aussi un webinaire Pink Enough sur ce sujet-là, donc on peut aussi les revoir à partir du site web de Pink Enough, François, si tu veux savoir plus sur le sujet. Une dernière question avant qu'on conclue de Véronique. Merci, je vais remettre ma vidéo pour la question, j'espère que ça va marcher. Merci beaucoup François. Moi j'ai une question qui n'est pas très sexy, peut-être un peu éloignée de la data. Je participe à un projet dans une ville que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas les mettre en porte-à-faux, où mon client est très convaincu
par, disons, la bioclimatique, l'écologie, et veut construire un bâtiment dans le cadre d'un campus en étant très futuriste et intégrant toutes ces normes. Le problème est qu'il y a une partie de financement public qui fonctionne énormément avec des KPI de rendement au mètre carré, des critères qui n'intègrent pas du tout ces nouvelles vues et pensées à notre avis, de la ville nouvelle. Donc, je voulais savoir, vous, en tant que promoteur, si vous êtes confronté à cette situation et comment vous faites pour convaincre. Est-ce que vous avez créé des KPI qui parlent aussi au financement public? Enfin, c'est vraiment une question que je trouve au centre du sujet. Est-ce que vous êtes confronté à ça et vous avez trouvé des façons de convaincre? Alors, nous y sommes confrontés, j'allais dire même rudement, parce que on a nos KPI et notre environnement, et notamment, je prends l'exemple, si on reste sur ces sujets, je dirais d'avant-garde, comment être à l'avant-garde ou être un peu en avance sur les enjeux environnementaux, on a de réelles et grosses difficultés à se comprendre avec les différents acteurs, et notamment les acteurs du public, qui sont sur des, j'allais dire, des KPI symboliques, très normatifs sur des normes, des moins 20% par rapport à la RT machin, et des trucs comme ça, ou des labellisations, et que nous, quand on doit les mettre dans une équation économique, qui est celle qui est la nôtre, hein. Nous, on n'est qu'un acteur de transition, hein. Donc le temps long, entre guillemets, nous échappe. On y arrive très, 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 très difficilement. Parce que, pour prendre une image, on a tendance à se croiser comme ça. Donc, mais ça, c'est, je dirais, à la fois la seule façon dont on y arrive aujourd'hui, c'est par le dialogue, et ça suppose une écoute attentive et, je dirais, un minimum d'empathie de part et d'autre. Mais honnêtement, ça fait partie de nos frustrations et des sujets d'incompréhension qui ralentissent beaucoup nos projets. Donc, j'ai malheureusement pas encore trouvé la recette là-dessus. Parce que on se retrouve effectivement avec, dans un milieu d'intégrateurs, d'acteurs de transition, et notamment avec les futurs propriétaires de nos réalisations, qui n'ont pas forcément les mêmes raisonnements que nous, que les raisonnements que la puissance publique sur comment adapter des tendances qu'on estime probablement les bonnes à des horizons suffisamment longs. Donc là c'est extrêmement difficile, et j'ai malheureusement pas de solution comme ça sur étagère à la question et la problématique que vous rencontrez avec cette ville. Merci François, merci à tous les participants.